reçoit dans son atelier. Et j'ai à nouveau le plaisir de débattre avec Serge Brémorel, qui, depuis nos anciens enregistrements, a créé son cycle L'astrologie et la raison, qui effectivement pose un certain nombre de problèmes qui sont tout à fait intéressants à discuter. Alors, vous en avez pris connaissance aussi, Masvir. Vous avez lu l'article de Serge Brémorel sur le savoir-faire en astrologie. Bon, je résume un petit peu, peut-être de manière un petit peu polémique, votre propos. Et là, je me souviens que finalement, on avait déjà discuté de cette question-là il y a déjà un certain temps dans un restaurant de Lyon. Mais ça s'est cristallisé, ça c'est le cas de dire. Donc pour vous, il y a ce qu'on pourrait appeler de manière schématique des bases astrologiques qui constituent un outil astrologique. Alors ça comporte globalement, n'est-ce pas, les 12 signes, les 12 maisons, les aspects, les domiciles, les planètes. Tous les paramètres. Voilà. Enfin, disons, les plus importants sont ceux-là. Ce sont ceux-là, d'ailleurs, qui sont enseignés. Parce que je voudrais qu'on s'interroge aussi sur la question de l'enseignement de l'astrologie. Donc, l'enseignement de l'astrologie, je dis ça parce que récemment, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de synergie pas forcément favorable entre les enseignants et les organisateurs d'associations ou d'événements astrologiques. Madame Mollier-Giroux est enseignante, n'est-ce pas? Elle a une école, ça s'appelle Raph Info, je ne sais pas, en tout cas une école d'astrologie. Alain Chivray est également enseignant, avec l'Institut d'études astrologiques. Catherine Gestas, qui organise le congrès de Paris, est enseignante. Yves Lenoble a également été enseignant, ou est toujours enseignant, ou à l'Agapé, etc. Madame Bétaillol à Lyon, à Bordeaux aussi, je pense, et à Antibes aussi, il y a toute une structure d'enseignement autour de Madame Anne-Marie Rousset qui sous-tend aussi les réunions, les séminaires, etc. Alors c'est un constat qu'on pourrait considérer comme purement factuel, mais qui n'est pas, à mon avis, sans conséquence sur la gestion de la vie astrologique, pour plusieurs raisons, alors que je résumerai très rapidement. L'une, mais M. Masvir me confirmera ou pas, notamment sur le cas du RAO à Lyon, l'une qui fait que le public des colloques astrologiques est largement constitué d'anciens élèves ou d'élèves en astrologie, et parfois d'élèves des organisateurs eux-mêmes. Donc c'est un public quand même assez spécial. Deuxièmement, ce public, il veut des enseignements, il veut des cours magistraux. Je dirais que les colloques sont plus ou moins des cours magistraux, très souvent. Chacun fait son intervention, voilà. Donc ça s'inscrirait presque dans une perspective universitaire entre les travaux pratiques et les cours magistraux, caricaturé un petit peu. Mais enfin, c'est un petit peu dans cet esprit-là, et ça n'est pas vraiment des colloques au sens strict, ce sont des cours magistraux qui sont proposés en complément de la formation hebdomadaire ou mensuelle des élèves. Cela dit, j'en discutais avec Hubert Bréjean l'autre jour au téléphone, qui lui-même est enseignant, mais qui n'a pas ces responsabilités-là. Il me disait qu'il était un petit peu perturbé par ce qui se passe à Antibes, parce que justement, les élèves sont un petit peu trop confrontés à la diversité de l'astrologie, par les conférences qui viennent des uns et des autres. Donc, en même temps, ces cours magistraux viennent compléter, mais ils sont effectivement susceptibles aussi d'interpeller les élèves. Mais ce qui me paraît frappant, pour revenir à votre propos, ces cours magistraux, cet enseignement de l'astrologie, il est justement là pour véhiculer, pour former au savoir-faire de l'astrologie, si vous voulez, quelque part. Bien que le savoir-faire dépasse probablement le cadre de l'enseignement, je suppose. Enfin, malgré tout, ce savoir-faire, il est enseigné, monsieur Brémorel. Apparemment, il est enseigné, et il est enseigné de manière relativement codifiée, et surtout, et je terminerai là-dessus, parce que je ne peux pas du tout accaparer la parole, et surtout, il est assez lourd. C'est-à-dire qu'il est substantiel. C'est-à-dire qu'il a une substance,
Et sans cette substance, il n'y aurait pas de possibilité d'enseignement d'astrologie, ou plus exactement, on ne pourrait pas vendre des cours d'astrologie. Si on se met à la place des gens qui envoient c'est amusant parce que nos programmes est aussi bien utilisé pour les colloques, mais également il peut être utilisé pour les cours. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose de substantiel. Il y a un certain nombre de conférenciers, il y a un certain nombre de sujets, et puis les cours aussi, il y a des stades, des années, il y a des modules, etc. Tout ça est substantiel, et s'il n'y avait pas cette substance, on ne pourrait pas vendre. J'exagère un petit peu, mais disons quelque part, si l'astrologie devait être allégée considérablement, on se demande pourquoi les gens paieraient pour l'apprendre. Donc il y a une sorte de déterminisme, de pente qui conduit à étoffer sensiblement le cours d'astrologie pour qu'il puisse faire l'objet d'un commerce. Voilà. Donc je m'arrêterai sur ce premier point, j'ai beaucoup d'autres observations à faire, mais je voudrais simplement déjà que vous validiez ou que vous réagissiez par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire effectivement quel est le rapport entre ce que vous avez écrit sur le savoir-faire et la question de l'enseignement de l'astrologie. Est-ce que ce sont des choses qui sont totalement couplées ou est-ce que c'est des degrés différents Alors pour moi aujourd'hui, ce sont deux choses qui ne sont pas du tout couplées, puisque tout dépend de ce qu'on entend par savoir-faire astrologique, et notamment la différence entre le savoir-faire, entre l'utilisation de l'outil astrologique et la pratique de l'astrologie. Pour moi, ce sont même trois choses qu'on pourrait presque différencier. Et surtout dans ce que j'ai écrit sur le savoir-faire astrologique, j'ai voulu vraiment réduire ça, essayer de partir des bases les plus basiques, entre guillemets. Par exemple, pour caricaturer, qu'est-ce que peindre? C'est d'abord utiliser un pinceau avec une substance qu'on va placer sur un support, etc. Et à partir de là, on peut s'interroger sur la pratique de la peinture. Au niveau de l'astrologie, j'ai voulu aller aussi bas, entre guillemets, c'est-à-dire enlever le sens que l'on associe toujours à la pratique. Et je n'ai pas l'expérience des enseignements de l'astrologie, mais un enseignement de l'astrologie sans la question du sens, j'avoue que ça m'étonne un petit peu, ou alors peut-être dans les tout premiers cours. Et moi j'ai l'impression qu'on peut quand même essayer de reconstituer la pratique de l'astrologie en essayant de mettre à la base un savoir-faire qui pour moi est très très simple et que j'ai essayé de définir. Et l'article que vous avez lu, c'est le premier, je dirais, c'est une petite synthèse. Il manque tout ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce qui le fonde. Mais simplement, le simple fait pour moi de mettre en parallèle le symbolisme astrologique avec, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut tirer de façon symbolique des situations réelles. C'est-à-dire, une personne vient consulter pour une certaine raison. L'astrologue va percevoir la situation à sa manière, parce que ça va varier d'un astrologue à l'autre. Ensuite, il va regarder dans ses cartes, il va essayer de voir un peu quelles sont les configurations astrologiques dont il peut tirer profit, etc. Et cette mise en parallèle, justement brute, pour ne pas dire brutale, entre le réel et la configuration astrologique, ben pour moi c'est quelque chose qui réclame une certaine expérience. C'est ce que j'ai appelé un peu le savoir-faire astrologique. Comment passer du réel à l'astrologique et de l'astrologique au réel. Mais pour cette activité-là, j'ai envie de dire, peu importe quel est le courant astrologique, peu importe quel est l'outil astrologique, peu importe quels sont les paramètres. Sur le principe, je pense qu'il y a toujours ce passage qui commence, qui est au départ, et après, les astrologues vont pouvoir un peu se démarquer selon leur parcours, selon leur expérience, selon leurs idées, leur formation, etc. Donc, au niveau des colloques, est-ce qu'on enseigne le savoir-faire astrologique? Vous parlez de cours magistraux, est-ce que c'est toujours par rapport à la remarque que vous aviez faite, qui est tout à fait juste, qu'on ne pose toujours pas de questions à la fin des interventions? C'est-à-dire que le principe des cours magistraux, c'est que finalement, il n'y a pas de débat entre les intervenants déjà, et il n'y a que des questions à la limite qui sont posées par l'assistance pour mieux comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler un débat. On ne veut pas quelque part que la soliste soit en débat. Parce que ça peut effrayer les élèves. Il y a ce problème-là, n'est-ce pas? Non seulement effrayer les élèves, mais ça fait aussi, ils perdent leur temps, ils perdent leur argent. Quand vous payez
60 ou 80 ou 100 euros, vous n'avez pas envie que des gens parlent devant vous, discutent de toutes sortes de choses pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Vous voulez du concret. Enfin, je plaisante en disant ça, mais c'est pour ça que je ne vais pas payer mes collègues, parce que moi je n'ai pas envie d'être pris dans cette espèce de piège. Mais vous voulez que les gens, vous imaginez que les gens ils payent et puis que pendant 3 heures il y a des discussions à n'en plus finir, byzantines, sur tel et tel truc. Les élèves seraient scandalisés, à la limite, en tout cas ils auraient l'impression que ça ne s'inscrit pas dans la logique justement de leur formation. Et quelque part c'est quand même censé s'inscrire dans cette logique. C'est pour ça que je dis, on a l'impression que les colloques sont faits pour les élèves. Et d'ailleurs, à partir de 1990, historiquement, il y a eu un basculement de la théorie des colloques. Jusqu'en 90, on avait des colloques entre astrologues, d'astrologues, et à partir de 90, ce sont les élèves qui ont constitué le gros du public astrologique. À la suite il y a eu une espèce de synergie entre l'Agapé, Yves Lenoble, Solange de Malinel, etc. Et finalement, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient inscrire les colloques dans le cadre, à l'intention des élèves en astrologie, que ça marchait, que les élèves étaient prêts à payer assez cher, parce que ça faisait quelque part partie de leur budget de formation, et par conséquent, ça a complètement changé la physionomie des colloques, l'équilibre des colloques, qui plus est, bien entendu, les intervenants étaient payés, parce que ça se resitue encore une fois dans une logique de gens qui sont payés pour donner des cours. Donc même les intervenants sont payés. Et ils sont donc finalement employés, je dirais presque en quelque sorte, par les organisateurs. Vous voyez la liberté de parole qu'on peut avoir dans ce genre de contexte, effectivement. Mais je vais rebondir, et donc finalement, entre 75 et 90, vous voyez, pendant les 15 premières années, on a eu des vrais colloques, dont j'étais un des animateurs, bien entendu, ce qui n'a pas empêché de continuer par la suite. Mais je veux dire qu'il y a eu une rupture en 90, une espèce de révolution, je dirais, bourgeoise de la classe moyenne de l'astrologie, c'est-à-dire que les chercheurs, on les a un petit peu mis sur la touche, on les a, ils avaient le droit tout au plus de venir pour parler un peu pendant 20 minutes, une demi-heure de truc, mais je veux dire qu'ils n'ont pas commencé à mobiliser. Alors on a remplacé le milieu de la recherche, qui était le cœur des colloques astrologiques, par le milieu des enseignements, avec des avantages apparents qui faisaient qu'on avait des publics, on avait du public, on avait un public qui payait, alors que dans notre cadre, le public, bon, c'était plus aléatoire. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que justement, tout à l'heure, j'ai commencé en disant, bon, parce qu'effectivement, moi, j'ai développé ces derniers temps, et d'ailleurs notamment en réagissant par rapport à vos propos, la théorie du débordement. Le débordement, qu'on appelle ça en politique, le débordement des extrêmes. Parce qu'en fait, d'un côté, vous avez les enseignants, et entre les deux, vous avez d'un côté les praticiens, de l'autre côté les chercheurs. Donc les enseignants, c'est une sorte de marée, au sens où on disait sur la Révolution, c'est-à-dire une sorte de centre qui est en porte-à-faux, ou en tout cas en rapport complexe avec d'un côté le monde de la recherche astrologique, de la réflexion sur les grands principes de l'astrologie, sur la dimension épistémologique de l'astrologie, parce que, comme vous dites vous-même, le savoir-faire astrologique n'a pas forcément de compte à rendre au niveau épistémologique. Ça veut dire que c'est pas son objectif principal. De même que le praticien non plus, bien évidemment, lui c'est l'opposé. Alors moi, ce que je propose, moi, et je le dis d'ailleurs officiellement ici, je propose une sorte d'entente contre nature, je dirais, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la vie politique. Une entente contre nature entre les praticiens et les théoriciens, sur le dos des enseignants. C'est-à-dire, donc c'est une stratégie qui apparemment est en alternative par rapport à celle que vous proposez, mais peut-être qu'elle vous séduira aussi, j'en sais rien, je ne vais pas figé. D'abord, premièrement, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur ce que vous dites, en mettant l'accent sur la dialectique formation et performance. Former et performer. Former des astrologues, c'est pour les aider à performer. L'exemple, le plan d'artistique me paraît excellent. Un compositeur de musique ou un peintre ne va pas demander à ses élèves de faire ce qu'il fait, de l'imiter. Il va leur donner des éléments qui vont leur permettre de développer leur créativité. En revanche, il a le droit de vendre les peintures qui l'enrichissent.
de vendre. Un professeur au Conservatoire national de musique qui est dans la classe de composition ne va pas demander à ses élèves de répéter ce qu'il a fait lui-même. En revanche, quand il va interpréter ou faire jouer une œuvre auprès du public, il est évident qu'il la fait jouer à sa façon. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand quelqu'un a la double casquette d'être à la fois formateur et performateur, c'est-à-dire quelqu'un qui forme des gens à la créativité, quelque part, j'emploie maintenant le mot créativité, et qu'elle soit astrologique ou pas d'ailleurs, et quelqu'un qui réalise des performances, c'est-à-dire qui se donne en spectacle, ou qui donne des moyens de faire du spectacle, c'est pas du tout la même situation. Oui, mais vous êtes dans le cadre des arts. Les exemples que vous avez choisis, c'est dans le monde artistique. Oui. Mais ce n'est pas par hasard. Oui, justement. C'est pas par hasard. Effectivement, et là aussi, je souhaiterais un porte-à-faux un peu par rapport à la déontologie de l'AFDAF, c'est une sorte de contre-déontologie, tout est lié finalement. Je considère, si vous voulez, que le cours d'astrologie devrait se dérouler de la façon suivante, enfin, avec une optique qui est la suivante, à savoir un cadre très général, et là on pourrait se demander quel est ce cadre, et à l'intérieur de ce cadre, une très grande liberté de créativité. Alors, je pense que vous n'êtes pas loin du tout du code de déontologie de la TAF. Oui, mais vous savez, comme moi je procède par étapes successives. Effectivement, à ce stade-là, on est peut-être d'accord, mais il faut préciser davantage. Mon raisonnement est peut-être un peu différent des vôtres. Quand on parle de savoir-faire, tout de suite, il me vient à l'esprit le pouvoir-faire. Et quand on enseigne, j'y ai fait pendant des années, j'ai donné aussi beaucoup de conférences et beaucoup d'émissions radio. Eh bien, plus on évolue, plus on s'éloigne du pouvoir-faire de nos auditeurs. Parce que l'astrologie simplette qui plaît au grand public, qui fait venir les gens dans les cours, eh bien, c'est pas forcément une astrologie très performante. Elle est performante au niveau médiatique, mais au niveau de ce que l'on attend de l'astrologie. D'ailleurs, avant de parler de performance, il faudrait savoir ce qu'est une performance. La définition de la performance, parce qu'il y a des performances de plusieurs natures. Non, mais c'est encore au sens anglais du terme, c'est-à-dire créer un spectacle, c'est pas une performance sportive. Oui, mais même une performance intellectuelle, on peut peut-être utiliser aussi le mot performance pour l'intellectuel, et peut-être même pour les capacités de clairvoyance. En clairvoyance, il y a des gens très performants, puis d'autres performance absolument nuls. Et les gens qui sont performants en clairvoyance, ils ont tous joint leur carte du ciel, leur carte du Tao, tout ça. C'est les infirmes que nous pourrions être et qui essayent de capter dans une carte du ciel ou dans le Tao quelques indices que l'on pourrait transformer par la métaphore en une éventuelle réalité, ce monde inconnu qu'on voudrait connaître, et comme on n'en a pas accès à cette connaissance, on a des moyens analogiques en utilisant des cartes du ciel, des cartes du tarot, de la morphologie, des lignes de la main, et c'est toute cette conversion qui est le grand problème du pouvoir la faire convenablement pour être utile à l'humanité. Oui, il y a encore beaucoup de présupposés et de choix dans ce que vous dites aussi. Moi, comme j'ai compris le performer de Jacques, j'ai compris simplement que celui qui écoute doit être capable derrière, ou cherche à pouvoir interpréter lui-même. Moi, je l'ai compris. C'est dans son pouvoir-faire. Après qu'il le fasse bien. Moi, je dis que la consultation est une performance, par exemple. La consultation, c'est un service, c'est un exercice qui peut être taxé, c'est-à-dire qui peut être payé, et qui n'implique pas que celui qui le reçoive une formation. Voilà, c'est un produit. Il ne reçoit pas une formation, il n'a pas. Il reçoit un produit fini qui n'a rien à voir avec la formation qu'on peut recevoir dans un cours.
Alors ce produit, il a différentes qualités. Le produit qu'on livre au public au cours d'une consultation. Et c'est peut-être là où c'est ce que vous voulez rejoindre pour faire... Pour essayer d'améliorer la nature de ce produit. Complètement. Mais moi, c'est vrai que mon approche elle est un peu plus philosophique, entre guillemets, au sens académique du terme en tout cas. Donc c'est plus une approche vraiment théorique. C'est-à-dire c'est la façon de concevoir autrement la pratique de l'astrologie, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil lui-même. Et c'est vraiment... On va prolonger, parce que là, je n'ai fait que, contrairement à ce que vous pourriez croire, on procède par étapes successives, mais à ce stade-là, effectivement, moi j'essaie toujours de trouver, d'être d'accord avec les gens jusqu'à un certain point, et puis après de voir où on peut différer. Là où on va différer, Serge Prémorel, c'est justement, malgré tout, dans le détail, comme on dit, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce fameux exemple de cours d'astrologie idéale que j'étais en train d'esquisser, de dire que, par exemple, que chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Est-ce qu'il peut? Ce qu'il veut, que par exemple s'il a envie d'inventer un nouveau zodiaque, il peut le faire. S'il a inventé un nouveau système de maison avec de nouvelles significations, il peut le faire. S'il veut utiliser telle ou telle planète et pas une autre, il peut le faire. Et souvent ça marche. Mais que ça n'engage pas épistémologiquement l'astrologie. C'est-à-dire que ça n'engage pas le... Bon, je prends un autre exemple. Là-bas, nous avons une sculpture, parce que nous sommes dans un atelier. Bon, il y a le bloc de marbre. Ça, c'est de l'ordre de la science, le bloc de marbre. Il se définit scientifiquement. Dans le corps musique, il y a des sons qui sont également analysables scientifiquement. Maintenant, ce qu'on va faire avec le bloc de marbre, ça n'est plus de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on va effectivement utiliser un matériau qui, lui, relève du minéral, relève de la science, mais on va en faire quelque chose de tout à fait particulier, un buste, voilà. Là, il faut citer l'exemple de l'enfant qui admire un sculpteur et qui lui dit à la fin du travail, mais comment t'as deviné qu'il y avait un seul si joli cheval au milieu de ce de pierre? Voilà, c'est ça. Et donc, voyez-vous, pour faire l'articulation que vous proposez, moi j'ai dit, il y a une astrologie qui est un peu comme le bloc de marbre, et qui est vraiment quelque chose qui ne fait pas, qui est nécessaire. Autrement, ça n'est plus ce que c'est. Mais à partir de ce bloc de marbre, il y a une très grande diversité de subdivisions, etc. Et là où je diffère, à mon avis, de Serge Prémorel, c'est que lui, il pose quand même un certain nombre de limites à cette liberté, à cette créativité, en disant que, par exemple, soit vous le dites, soit vous le laissez supposer, mais à ce moment-là, vous me démentirez, en disant que, par exemple, il est évident que, par exemple, un astrologue qui se respecte doit utiliser les 12 signes zodiacaux traditionnels, doit utiliser les 12 maisons, même s'il n'utilise pas le même système de notification, il doit utiliser les 12 maisons qu'on connaît, il doit utiliser la théorie des domiciles qu'on connaît. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un bagage, vous me démentirez encore une fois si je me trompe, il y a quand même un bagage sans lequel vous allez dire, mais alors où est l'astrologie? Voilà. Donc, oui, je vais vous démentir en partie, on va dire. J'espère, tant mieux. N'est-ce pas? En partie, parce que dans mes textes, je cite toujours les signes, les maisons, les aspects, parce que je ne m'adresse pas seulement à des astrologues, mais aussi à des sceptiques, aussi à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie, et ce sont les outils qu'ils connaissent eux. Après, est-ce que l'astrologue doit absolument utiliser ces outils-là? Non. Non, là je vous rejoins là-dessus, parce que on parle des 12 signes, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, de la délimitation des 12 signes, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus sympathique de dire, écoutez, tout ça c'est à la liberté de chacun, parce que de toute façon c'est pas défendable, ce sont simplement des expédients, des procédés, des solutions que le praticien peut décider d'utiliser. On peut même lui donner des modèles de ce qui peut se faire, mais en aucune façon l'astrologie ne va valider tout cela. Oui. Par contre, l'astrologie a une histoire. Et de ce fait, en tout cas dans les 2000 dernières années, on va dire, les signes astrologiques sont là, ils ont été utilisés. Les maisons aussi, malgré les différents systèmes. Et pour moi, il est plus cohérent de se référer à ce système-là qu'à de nouveaux. Voilà. Parce qu'ils sont imprégnés dans le subconscient de l'humanité. Oui. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je dirais simplement que c'est ce qui constitue la tradition astrologique. Oui. Alors, pour conclure et préciser la chose, j'ai envie de dire, tout dépend si l'astrologue se prend au sérieux ou non.
Moi, je dirais que c'est ce qui fait la différence pour moi. C'est-à-dire que s'il se prend au sérieux, donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, je veux dire, pour moi, s'il se prend au sérieux, entre guillemets, et c'est un petit peu peut-être ce qui va nous gêner à l'AFDAF, c'est s'il va penser qu'il consulte en étant le médiateur de quelque chose qui le transcende, mais dont lui a une certaine vision. Et sa vision, elle est toujours personnelle. Bien que tous les astrologues disent on est d'accord sur certains points. Et elle influence. Et bien sûr qu'elle influence. Et à ce niveau-là, si l'astrologue se prend au sérieux, effectivement, bon, l'utilisation des 12 signes, etc., je dirais il faudrait qu'il s'y réfère dans le sens où il faut au moins qu'il se réfère à une tradition qui le précède. Par contre, si, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, l'astrologue ne se prend pas au sérieux, et je dirais presque s'il est encore plus terre à terre, puisque c'est un point positif, alors la place de ces fondements n'est pas primordiale dans la consultation. Comme on l'a déjà écrit un peu ici ou là avec l'AFDAF, pour nous, ce ne sont pas les fondements de l'astrologie qui importent, c'est la responsabilité de l'astrologue, ce qu'il fait de son astrologie, et en gros, est-ce qu'il est là pour convaincre celui qui vient le voir de la véracité de ce qu'il lui dit, ou est-ce qu'il est là simplement pour l'aider, et peu importe les outils qu'il utilise. Donc à ce niveau-là, je veux dire, il peut utiliser un peu les outils qu'il veut. Le tout, c'est qu'il ait suffisamment de recul pour ne pas les imposer. Non, mais on va procéder progressivement dans la discussion, on sera par étapes. Est-ce que j'ai répondu en partie Oui, mais je cherche toujours un petit peu à préciser les choses. Effectivement, bon, vous faites appel à cette tradition astrologique. On ne peut pas contester, je dois l'avouer, qu'effectivement, il y a un poids de ce que les hommes ont mis en place qui peut jouer. Moi-même, d'ailleurs, j'ai développé toute une théorie depuis une vingtaine d'années là-dessus, à savoir que l'astrologie est née du culturel. Donc, si elle est née du culturel, c'est que le culturel, il est d'un poids très lourd. Mais cela dit, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qui, dans le culturel, est transmissible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui, dans le culturel, est transmissible au niveau transculturel, c'est-à-dire subconscient, et ce qui ne l'est pas. Les archétypes. Parce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui est culturel est transmissible automatiquement. Donc il faudrait faire le tri entre ce qui est transmissible et ce qui ne l'est pas, et pour quelles questions et quels sont les critères. Et là-dessus, je pense qu'on peut en discuter, j'ai des idées assez précises là-dessus. Donc effectivement, sur le principe qu'il faut quand même respecter l'idée que certaines conventions que les hommes ont mis en place s'imposent et qu'elles font partie intégrante de la science astrologique, mais il ne faudrait pas y inclure des choses qui n'ont pas à s'y trouver. Oui, mais là on rentre dans la question du vrai et du faux, j'ai envie de dire. Moi, c'est simplement, je parlais de la cohérence de l'astrologue. S'il veut se référer à quelque chose qui... mais alors, je répondissais sur autre chose, excusez-moi. Parce que... Oui, non, mais je ne parlais pas de cela. On soit bien d'accord, enfin, si vous allez sur la... Je répondais sur vous avez développé deux arguments, je réponds au premier argument, pas au deuxième. Alors, sur le deuxième argument, je dirais que je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis contre l'astrologue qui se prennent trop au sérieux, surtout les praticiens qui se prennent trop au sérieux. Alors ça, c'est vrai, là on est parfaitement d'accord là-dessus. Le praticien doit être à la fois assumer sa personnalité, mais par rapport à la défense de l'astrologie, il doit se mettre en retrait. Il n'a pas la formation, il n'a pas la compétence pour dire ce qu'est l'astrologie. Il a la compétence pour la mettre en pratique dans une façon très personnelle, mais de même qu'un peintre n'est pas forcément capable de dire ce que c'est que la peinture, ou un musicien de dire ce que c'est que la musique. Mais il va faire de la performance. Maintenant, s'il doit former, et c'est là quand même que je pense que je sens qu'il y a quand même là une difficulté, la formation de former des élèves, comme je disais tout à l'heure, c'est leur apprendre une certaine liberté par rapport au cadre. En disant, voilà, le cadre il est là, et en dehors de ce cadre, vous faites ce que vous voulez. La question est de savoir, encore une fois, quel est ce cadre et qu'est-ce qui n'est pas. Alors, effectivement, dans le cas des 12 signes zodiacaux, voilà un débat. Effectivement, moi, je considère qu'ils ne sont pas, ça ne fait pas partie du cadre. C'est-à-dire que je pense que ça ne fait pas partie du cadre, que c'est une façon de structurer la cyclicité, puisque pour moi, l'astrologie est fondamentalement cyclique. Donc, tous les outils de l'astrologie servent à subdiviser et à structurer de ce qui est de l'ordre de la cyclicité. Que ce soit le mouvement diurne, que ce soit les révolutions, de toute façon il s'agit de découper, de diviser, de cloisonner, mais simplement de montrer en fin de compte les degrés, l'évolution, les passages,
le processus qui fait qu'on va d'une conjonction à une autre conjonction en passant par des étapes intermédiaires. C'est aussi le rôle des aspects. Donc tout ce qui est de l'ordre du zodiaque, des aspects et des signes, n'est qu'un moyen de positionner un processus à un certain moment de son développement. Bon, alors, donc dans ce cas-là, on peut en inventer d'autres, en effet. Il y en a d'autres, oui. On peut en inventer d'autres et on peut même, je dirais même, encourager les élèves à en inventer d'autres. Pourquoi? Parce qu'en encourageant les élèves à en inventer d'autres, on fait encore plus apparaître le phénomène. Si au lieu que tout le monde respecte globalement les mêmes principes, les mêmes significations, ce qui finit par donner une très grande force à ces significations, si au contraire ces significations éclataient, s'il y avait une bien plus grande diversité et qu'il était reconnu que tout astrologue pouvait inventer ce qu'il voulait, eh bien ce serait beaucoup plus simple. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait aucune illusion. Personne ne pourrait se prendre au sérieux. Il disait, moi je fais comme ça, moi j'ai mon petit zodiaque à moi, j'ai mon petit truc comme ça. Personne n'irait imaginer une seconde qu'il va défendre l'astrologie avec un grand A. Est-ce que ça ne revient pas à dire que l'astrologie n'existe pas? Non, non, justement. Si n'importe quel système marche... Non, je sais mal, alors vous m'avez mal suivi. J'ai dit hors du cadre. Donc le cadre existe, mais ce que j'ai décrit comme étant, quand je parle de tout ce qui sert à subdiviser le cycle, je n'ai pas mis le cycle dans le cycle. Je n'ai pas dit qu'il fallait... Je n'ai pas jeté le cycle avec le reste. C'est-à-dire que la subdivision du cycle, ce n'est pas le cycle. Il faut garder le cycle. Ah oui, bien entendu, je garde le cycle. Pour moi, le cycle, on peut le mettre avec le cycle. Bon, alors, donc voyez-vous, vous êtes encore plus radical que moi. Donc moi, effectivement, en même temps, ça modifie complètement votre démarche. Moi, je dis, effectivement, le cycle, ou même les cycles, si on veut, en tant que processus conjonctionnel, etc., ça, c'est absolument certain. Maintenant, les subdivisions, les étapes par lesquels on fait passer le cycle, les passages d'une subdivision à l'autre, ça c'est totalement gratuit, effectivement. Mais je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, je considère que le cycle, c'est absolument fondamental. Alors, donc dans le cadre de cet enseignement idéal de l'astrologie, je distinguerai donc d'un côté la partie, disons, que j'appellerais épistémologique, c'est-à-dire défendable et faisant sens épistémologiquement, qui serait celle de la cyclicité. On pourrait d'ailleurs revenir dessus. Et puis, alors avec le côté, les conjonctions, le côté majeur, enfin le fait qu'effectivement la notion de conjonction est une notion qui est très forte, même sur le plan symbolique, etc. Et puis que c'est une réalité astronomique indiscutable, plus indiscutable en tout cas que les 12 signes zodiacaux, ou que les... Enfin, bon, encore que ce soit encore également contingent. Le fait d'accorder une importance à une certaine configuration plutôt qu'à une autre, ça c'est contingent. Mais c'est cette contingence-là que je préserverai, si vous voulez. Tout à l'heure on parlait de ce qu'on préserve au niveau de la tradition. Il ne s'agit pas évidemment d'évacuer toute la tradition astrologique parce qu'au il n'y a plus rien. Mais moi je dis, préservons au moins une certaine idée du cycle, une certaine cyclicité, mais en revanche, évacuons, ou plus exactement, relativisons considérablement tout ce qui vient le structurer, le cloisonner, etc. Et là déjà, si nous étions d'accord là-dessus, effectivement, on aurait pas mal avancé, et ce serait déjà relativement plus acceptable d'ailleurs par beaucoup de cours d'astrologie. Mais je pense que malgré tout, si on fait basculer légèrement l'enseignement de l'astrologie, il ne s'agirait pas non plus de ne pas enseigner le zodiaque, mais sous un autre angle, en disant voilà maintenant cours de créativité. Créativité, voilà un certain nombre d'outils qui vous permettront de créer votre propre système, un peu comme un musicien apprend un peu la gamme, voilà, il apprend un certain nombre de règles, on lui dit voilà, il y a un certain genre, il est normal, de toute façon, si vous avez des cycles, il faut bien que vous les subdivisiez. Alors voilà les formes de subdivision qui ont été attestées historiquement. Regardez, voilà, le système des maisons, voilà, etc., le système des signes, le système des sphères. Et alors on leur explique historiquement que c'est comme ça que l'astrologie a trouvé des réponses, que les astrologues ont trouvé des réponses pour structurer le fameux cycle. Alors quand un groupe d'élèves se trouve devant un enseignement, et ce groupe d'élèves se trouve en train d'observer une phénoménologie qui s'est produite dans la conscience
de ce personnage-là qui a été curieux, qui s'est intéressé à l'astrologie, qui a acquis des connaissances, des compétences et qui a envie de les communiquer. Mais là, il y a dans ce phénomène à voir que chaque participant, chaque spectateur, chaque élève va aussi générer un phénomène qui aura été induit par la phénoménologie de l'enseignant. Et tous les élèves seront différents. Il va y avoir une grande complexité de réception ça fait pas problème de cette une chose unique qui est dans l'esprit de l'enseignant. Et cet enseignant, il a soit une grande expérience, c'est-à-dire qu'il a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il a reçu, ou simplement il répète tout simplement ce qu'il y a dans les manuels les plus primitifs. Alors, il y a tout un travail à faire d'analyse de la phénoménologie qui se produit dans la conscience de l'individu dont on parle. Alors, il faut savoir si on parle de l'enseignement, aussi de l'enseignant ou de celui qui le reçoit. Alors là, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai suivi attentivement mon évolution, et effectivement, au début, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris les grands principes, et après, j'ai essayé de comprendre comment ils pouvaient se relier au comportement des gens qui m'entourent. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi le bélier, quand il désigne un endroit, il faisait comme ça, hein, avec ses cornes, pour dire c'est là-bas. Hein, et c'est qu'il y a, et il ne sait pas que c'est ça. Mais là, voyez-vous, c'est donc, là que il est la marionnette de ficelle. Moi, j'ai voulu apprendre les ficelles et aussi les mécanismes qui tirent les ficelles petit à petit. Et ça, tous les jours, je découvre. À partir. Mais oui, le paramètre constant, c'est l'archétype que j'ai trouvé au sommet de l'arborescence. C'est cet archétype que je trouve constant depuis la cardinalité. Et parce que c'est intéressant aussi de voir comment on va relier le cardinal fixoïtal, le ternaire, le quaternaire, le binaire. Et comme les mots croisés, il y a de l'horizontal et il y a du vertical, et on constitue les mots. Mais en astrologie, il n'y a pas que du vertical et horizontal, il y a plein de diagonales et tout ça se donne de façon extrêmement subtile, et cette subtilité, tout le monde ne la pratique pas avec la même virtuosité. Oui, mais autant pour la pratique, je pense qu'on va vous rejoindre, voilà. Autant pour la théorie, c'est un autre problème. C'est ça, vous confondez les deux casquettes, monsieur Massuir. Moi, par exemple, vous confondez les deux casquettes, et vous faites basculer. Si vous voulez, il y a une espèce de ligne de démarcation qu'on était en train de poser entre ce qui est à la liberté de chaque astrologue et ce qui est en quelque sorte le fond commun des astrologues. Et ce fond commun, il est gardé par des gardiens de l'astrologie qui ont une compétence épistémologique, philosophique, anthropologique puissante. Alors que les praticiens, eux, ils sont surtout puissants dans leur capacité à ajuster l'astrologie sur le terrain, etc. Alors, il faut qu'il y ait une sorte de modus vivendi entre ces deux castes. Et entre ces deux castes, vient s'interposer une certaine caste des enseignants, dont vous êtes d'ailleurs le témoin et le représentant ici. Et c'est votre intérêt, justement, c'est que vous apportez le contrepoint à notre discussion. Ce que vous nous dites, par exemple, et là je vous dirais, pour moi, déontologiquement, vous êtes en dehors du coup, pour moi. Parce que, par exemple, défendre le zodiaque, non, le zodiaque n'est pas défendable. Il est défendable dans la pratique. Il est défendable dans votre propre pratique à vous. Si vous avez décidé que c'était important pour vous, vous le faites, mais vous n'avez pas à l'imposer à vos élèves. C'est ça la différence. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du musicien. Le compositeur, le professeur de composition musicale, d'un côté, il doit former ses élèves en ménageant leur créativité. De l'autre côté, il fait ce qu'il veut, à titre personnel, comme s'il a envie de créer une musique comme il fait, et cette musique qu'il aura faite ne sera pas la base de son enseignement, d'ailleurs. Hein, il faut que son enseignement ouvre. Donc là, si vous dites déjà l'astrologie, c'est ceci, c'est cela, et voyez où ça va. Non, vous confondez l'interlocuteur client et l'interlocuteur élève. Vous ne pouvez pas vous adresser aux élèves comme à vos clients.
Donc vous ne pouvez pas, à vos élèves, vous devez dire, Ils viennent voilà, chercher les mêmes choses. non mais c'est même pas ça, vous êtes censé développer leur créativité. Alors s'ils ne sont pas là pour développer leur créativité, parce que là ce sont des clients clandestins qui ont une position ambiguë, bon, il y a aussi le problème de l'ambiguïté du client, de l'élève, etc. Bon. Alors si l'élève n'est pas là pour, imaginons par exemple quelqu'un qui vient suivre des cours de musique et qui soit simplement un mélomane, il dit voilà, je viens là pour écouter de la musique. Mais qu'est-ce qu'il fout là? On est là pour former des gens à la musique, on n'est pas là pour que les gens prennent leur pied à écouter la musique des autres. Donc le type qui est simplement en état de réceptivité en disant « Oh, comme c'est beau ce que vous faites », il n'a pas sa place dans une classe de composition musicale, ou même dans une classe de création plastique. Donc il ne faut pas confondre les deux casquettes. Donc c'est pour ça qu'on ne voudrait simplement déontologie, c'est que les différentes aptitudes et attitudes soient bien distinctes. C'est-à-dire qu'il y a une place, et c'est paradoxal, c'est que finalement, cette position-là a l'avantage insigne de préserver toute la qualité du travail de recherche et de réflexion sur l'astrologie, toute la créativité de la diversité de la pratique astrologique, et que ça n'est pas contradictoire. Alors que ceux qui, au nom d'un certain enseignement traditionnel de l'astrologie, ceux-là, ils compromettent l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne permettent ni la diversité complète de la pratique astrologique, au nom d'une théorie astrologique qui est déjà très contraignante, avec les 12 signes, les 12 maisons, etc., sur lesquelles on peut broder, mais très peu finalement, et d'autre part, ils ne sont pas non plus capables pour autant de poser vraiment les bases scientifiques de l'astrologie. Donc ce sont des personnages qui actuellement occupent très largement le terrain et qui font tort à l'astrologie. Alors finalement, c'est ce que je propose ici, c'est qu'effectivement, on parle de la... Moi je suis pour qu'on forme dans les écoles d'astrologie en leur disant qu'il y a effectivement, et là-dessus effectivement les théoriciens d'astrologie devront se mettre d'accord pour élaborer ce que j'appellerais une théorie basique de l'astrologie, une théorie qui soit débarrassée de toutes les subdivisions, de toutes les inventions des uns et des autres. Elles sont très bien ces inventions, mais elles n'engagent que ceux qui les ont mis en place. Elles n'engagent pas l'astrologie. Ce sont des découvertes, ce n'est pas toujours des inventions. On découvre, et moi j'essaye d'inviter ou de former les gens pour qu'ils découvrent eux-mêmes, qu'ils vérifient eux-mêmes que les grands archétypes se voient, se manifestent, se sont joués. De toute façon, bon, monsieur Mazur, le zodiaque, bon, pour moi le mot archétype est un mot qui est utilisé très souvent abusivement, parce que justement, le mot archétype c'est un moyen de justifier les subdivisions. Et alors que ce soit les catégorisations. Oui, voilà. Bon, alors ça c'est un moyen biaisé de justifier ce qui justement est de l'ordre de... Si vous enseignez à vos élèves, il faut faire très attention. Moi j'ai aussi formé, j'ai dirigé une école d'astrologie pendant plus de 20 ans, donc la faculté libre d'astrologie de Paris. J'ai vu défiler un très grand nombre d'enseignants depuis 1975. Si vous enseignez à vos élèves, mettez-vous à la place, je crois qu'il faut que vous vous mettiez à la place de la responsabilité de l'enseignant qui doit former des astrologues. Enfin, des astrologues, oui, on va dire autrement, la fonction des cours d'astrologie, c'est de former des astrologues. Alors, ils forment des astrologues et on admet que l'astrologue, c'est quelqu'un qui est créatif. Il est créatif. Donc on n'est pas très loin du domaine de l'art. Mais en étant bien entendu que le matériau utilisé, c'est comme par exemple, prenons le cas de la cuisine. Il est évident que quand il y a des cours de cuisine, il faut bien que le produit soit bon, et puis après on peut l'accommoder. Et le produit doit être bon. C'est pareil en astrologie. Le produit doit être bon, mais on peut l'accommoder. La question, c'est de ne pas confondre les techniques d'accommodement, qui sont illimitées, et le produit lui-même, dont on sait très bien que une bonne viande, c'est une bonne viande. Elle peut être accommodée comme on voudra, mais c'est quand même une bonne viande. Donc, si vous voulez, le nombre d'accommodements, le nombre de diversité du produit, il est beaucoup plus faible que le nombre d'accommodements et de subdivisions. Donc, c'est un rapport de 1 pour 1000. Entre la diversité des produits de base et la multiplicité des utilisations de ces produits, il n'y a aucune commune mesure. Donc on ne va pas gérer et maîtriser la diversité, vous êtes bien d'accord. Donc moi je me suis battu très souvent contre cette histoire des archétypes zodiacaux. Pour moi c'est vraiment l'ennemi à abattre par excellence. Parce que c'est un nœud gordien, là, il y a un vrai problème. Il faut absolument que le zodiaque apparaisse
bien entendu pas en tant qu'écliptique, pas évidemment comme en tant que parcours des planètes, mais que tout ce folklore autour des 12 signes, etc., soit considéré comme quelque chose qui est tout à fait ouvert à la créativité. Donc c'est pas quelque chose qui doit être... vous pouvez le présenter comme des exemples. Par exemple, on peut très bien dans un cause. Pour moi, c'est une phénoménologie, une catégorisation des phénomènes. Les restaurants catégorisent avec des sens, le morphopsychologue avec des parties du visage, la phénoménologie. On ne définit pas les phénomènes. Et avec des numérologues, ça va être intéressant. Non, la phénoménologie, non, mais vous l'avez décidé. Les phénoménologies sont phénomènes. Il n'y a pas de phénomène. Et si on les constate, c'est un phénomène de correspondance d'esprit entre l'observateur et l'acteur qui se comporte de telle ou telle façon, et l'observateur, il a son repérage, sa grille, et avec son mode de repérage, il la catégorise. L'astrologue fait comme ça, le morphopsychologue fait autrement. Oui, c'est une organisation de l'observation, on observe différemment, mais on ne définit pas un phénomène à observer. Observer les gens se comporter. On désigne le phénomène. Mais non, on n'observe pas un phénomène. On observe les gens qui se comportent. Vous confondez beaucoup de choses. Mais alors en amont du comportement, le comportement il est produit par un phénomène. C'est un principe. Le phénomène. Oui. Non, alors, donc, encore une fois, quel est le phénomène quelle est la vraie phénoménologie? Alors, phénoménologie, l'astrologie, c'est d'une part observer que les astrologues sont créatifs et qu'il faut encourager cette créativité. Ça, c'est un autre problème. Bon, c'est l'astrologie n'est pas là pour prouver l'astrologie. Ça ne veut pas dire que le client ne cherche... Ça veut pas dire que l'astrologue n'a pas le droit de prouver, entre guillemets, l'astrologie à son client dans une rhétorique de communication qui lui est propre. Moi, si le client a besoin d'entendre un discours puissant, etc., il a toute liberté. Dans le cadre de la consultation, dans ce cadre spécifique de la consultation, il peut dire ce qu'il veut. En dehors de ce cadre, on ne l'autorise pas à dire qu'il va... Je parlais de l'enseignement. Encore moins. Dans l'enseignement, j'ai le droit de faire un cours sur les 12 signes zodiacaux, à condition de préciser que ce sont des œuvres. Parce que, par exemple, si je faisais un cours, par exemple, si je suis professeur au Conservatoire national de musique, je peux très bien faire écouter des œuvres de Beethoven, des œuvres de Chopin, des œuvres de Schubert, en montrant des exemples de ce qui a été fait. Mais pas pour que les gens le reproduisent, bien évidemment pas. Ou alors ils se mettent dans la situation du consommateur, c'est-à-dire du pâtissier, du client. À ce moment-là, ils ne sont pas dans la situation du compositeur, du prochain compositeur. Il ne faut pas mélanger les gens. Vous formez des prochains compositeurs, ou bien vous formez des gens qui vont simplement consommer des produits qui leur paraissent, qui leur plaisent. C'est pas du tout la même chose. Bon, maintenant, le problème qui reste posé, qui n'a pas été résolu, mais on n'est peut-être pas obligé de résoudre jusqu'au bout, c'est effectivement de savoir, par exemple, vous attachez beaucoup d'importance pour des raisons qui vous sont propres. Vous considérez que le cœur de l'astrologie, le noyau dur de l'astrologie, c'est les 12 signes zodiacaux. Là, je faisais allusion à des repères et des critères. Il est clair que toute forme de subdivision, il faut citer dans une perspective, je dirais presque philosophique et linguistique. Vous savez très bien qu'au niveau linguistique, une racine peut être déclinée, peut être conjuguée, un verbe est conjugué. Il peut être conjugué, bon, donc si vous voulez, il peut y avoir... Donc, dans une langue, il y a un nombre limité de racines qui peuvent donner naissance à un nombre presque illimité de subdivisions. Le feu, ces subdivisions conjugué en cardinal fixe et immutable. Un feu fixe avec un cardinal. Non, mais je veux dire que sur le plan, si vous voulez, de la résonance, sur le plan de la résonance sémantique, au niveau de l'histoire du langage, ce qui est clair, c'est qu'il y a des grandes racines qui sont là, qui représentent l'archétype des grandes racines, et que tout ce qui est brodé autour de ces racines, les conjugaisons, les déclinaisons, les dérivations, tout ça, ce sont des détails. Il ne faut pas confondre le cœur du processus et ce qui est autour. Et donc, par conséquent, dès que vous avez, par exemple, les 12 signes zodiacaux sont évidemment une déclinaison d'une cyclicité. C'est décliner le passage du soleil, par exemple, et puis, par extrapolation à d'autres. Donc ce sont des déclinaisons. Donc vous pouvez en changer des déclinaisons, vous pouvez multiplier les conjugaisons. Et elle marche parce que le monde est un hologramme et toute celle qu'on va inventer, si l'inventeur est impliqué dans cet hologramme, il invente comme dit M. Brémorel, le praticien, vous avez 3 professions complètement différentes.
Quoique, à mon avis, le bon professeur d'astrologie doit être à la fois quelqu'un qui comprend ce que c'est que la pratique et qui comprend ce que c'est que les fondements de l'astrologie. Et dans son cours, il doit y avoir les deux volets. C'est-à-dire qu'il fait un cours de fondement de l'astrologie, c'est-à-dire sur quoi l'astrologie peut vraiment s'appuyer, quelles sont les choses les plus solides en astrologie, et d'autre part, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de la diversification, etc., de la multiplication. Et il faut toujours avoir en tête ces deux points et ne pas les mélanger, ne pas les confondre. Maintenant, tout à l'heure, je mettais en avant le fait que la cyclicité me paraissait effectivement la chose la plus incontournable et la plus nécessaire de l'astrologie. L'avantage de cette théorie de la cyclicité, c'est que justement, au sein de cette cyclicité, je pouvais intégrer toutes les subdivisions possibles. C'est ça l'avantage, c'est que toutes les subdivisions se retrouvent relativisées. Vous dites qu'il y a un cycle, et après vous dites que ce cycle, on peut le subdiviser en 20, 30, 50. Vous pouvez multiplier le nombre d'aspects, le nombre de planètes, éventuellement, etc. Et ça évite d'avoir de faux tiraillements avec les praticiens. Oui, en même temps, le cycle en lui-même, c'est une subdivision déjà, c'est une subdivision du temps. Donc c'est une subdivision qui en abrite d'autres, voilà, mais qui reste une subdivision. Voilà. Alors on et peut... à ce niveau-là, elle est arbitraire. De toute façon, attendez, je ne... Mais, c'est pour ça que la discussion va devenir un petit peu plus délicate à présent, parce qu'effectivement, il y a un arbitraire qui est acceptable et un arbitraire qui ne l'est pas. Par exemple, si on prend par exemple les racines linguistiques, elles sont arbitraires. Mais les subdivisions qu'on fait subir à ces racines sont encore plus arbitraires. Il y a deux degrés d'arbitraire. Vous élaborez, par exemple, vous construisez une maison. C'est arbitraire. Maintenant, la façon dont les gens vont habiter ces maisons, c'est encore plus arbitraire. C'est-à-dire que l'architecte, il fait de l'arbitraire, mais il ne va pas déterminer comment les gens vont s'installer chez eux. Il prend quand même certaines... Oui, mais enfin, malgré tout, chacun va meubler, c'est la différence entre immeuble et meuble, il va meubler... bon, donc il y a évidemment une part d'arbitraire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire que parce qu'il y a une part d'arbitraire, que tout ce qui est arbitraire est du même ordre. Oui. Il faut poser une sorte de seuil. Oui, mais les prétentions de l'architecte, du musicien, du linguiste ne sont pas les mêmes que celles de l'astronome. Non, je suis d'accord. C'est là pour moi qu'il y a une grande différence. Donc, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à tout ça aussi, c'est la distinction entre la culture astrologique et la théorie astrologique. Ce sont deux choses qui sont quand même très différentes, notamment au niveau des exigences théoriques. Et donc, bien sûr que le professeur d'astrologie devrait être, sinon théoricien, en tout cas capable d'enseigner des théories. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas en général. En fait, donc on est d'accord là-dessus. Je parle du professeur idéal à venir. Je parle pas. Je parle. De toute façon, on sait très bien qu'on est en train d'attaquer au contraire la pratique de l'enseignement actuel. De ce côté-là, c'est l'amateurisme, ce qu'on fait en ce moment. Donc en fait, il y a différents types d'enseignants idéaux. On peut aussi avoir des enseignants classiques. Il faut penser à l'enseignement idéal pour pouvoir le faire avancer. Il faut avoir une notamment et avoir un enseignement théorique qui n'hésite pas notamment à remettre en question, à montrer les limites de ce qu'il enseigne. Et je ne pense pas que cette composante-là soit en avant dans les cours d'astrologie. En général, on présente la chose d'une certaine façon. On n'est pas dans la théorie. Non mais attendez, on est dans une espèce d'interface complète. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, au moment où, moi je dirais très franchement, effectivement, c'est vrai que l'exemple de l'architecture n'est pas absolument parfait, mais je pense qu'il est quand même utilisable. À un certain moment, on va dire, voilà, il y a une espèce d'armature qui constitue l'astrologie, au sens le plus fondamental du terme. Maintenant, au sein de cette armature, il y a déjà eu des tas d'exemples qui ont été faits, il y a déjà des tas précédents, et vous pouvez aller dans le même sens, vous pouvez modifier, etc. Alors là, effectivement, on n'est même plus dans le domaine de la science, de toute façon. À partir du moment où on dit que, de toute façon, c'est ce que j'appellerais habiter la cyclicité. C'est-à-dire que une cyclicité, il faut bien, si je dis par là, on va faire 300 km, bon, ben, il faut bien poser des bornes. Bon, on va poser des bornes pour se repérer. Ce sont des repères purement de commodité, etc. Bon. Maintenant qu'au nom d'une théorie de la divination, on va dire, ah oui, mais la borne 1, ça veut dire telle chose, la borne 2, ça veut dire telle autre chose, etc.
Jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est un peu abusif, parce que c'est vrai que j'ai le droit de dire que si j'élabore une théorie cyclique, que le cycle va passer par des phases. Ce sont des phases qui auront leur sens du point de vue logique. Il peut y avoir un moment où, quand on prend par du cas de conjonction, on dit que la conjonction n'est plus là. Donc si elle n'est plus là, ça peut faire sens. Bon. Mais c'est pas du tout la même chose que de dire qu'elle est entrée dans le signe du Scorpion et du Sagittaire. Là encore, on est passé d'une théorie basique où on peut structurer le cycle par un raisonnement, disons, je dirais presque mathématique. Et voilà, il y a des phases, mais entre les phases du mouvement diurne, les phases des cycles planétaires et ce qu'on en a fait au niveau des 12 maisons et des 12 signes, il y a un abîme. C'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus loin. Alors effectivement, c'est là encore une fois qu'il y a une division. Moi je dirais, oui, on peut, je dirais, au niveau de la science astrologique, on peut effectivement accepter certains cycles, on peut accepter que certains cycles passent par certaines phases, quelques phases évidentes, mais au-delà de cela, c'est à la liberté de chaque praticien, en rapport avec la demande du client, en rapport avec l'époque, etc., de faire sa petite cuisine personnelle, et ça n'engage absolument pas l'astrologie. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, le praticien, en fin de compte, il ne prouve pas l'astrologie, de toute façon. Il ne prouve pas l'astrologie. Mais, d'un autre côté, si on peut imaginer que quelqu'un propose une... moi, je suis un petit peu à la frontière, parce que moi-même, j'accepte l'idée qu'un cycle puisse être subdivisé. Mais il n'est pas subdivisé au nom d'une tradition archétypale quelconque. Il est subdivisé parce que quand il y a une opposition, par exemple, ou qu'il y a une disjonction, ou des trucs comme ça peut vouloir faire sens. Mais il faut rester très proche d'un langage. Moi, je dirais que pour résumer ma pensée avant de vous laisser voir, je dirais qu'il y a un langage brut de l'astronomie. Voilà. Un langage brut de l'astronomie. C'est-à-dire qu'il y a un langage de l'astronomie qui n'est pas celui des 12 signes, qui n'est pas celui des 12 maisons, mais qui est celui de quelque chose qui se forme et qui se défait, par exemple. Ça, je crois que les astronomes sont beaucoup plus disposés à accepter que l'on puisse traduire, à la limite, l'idée d'une conjonction de quelque chose qui se défait. Je pense que ça fait sens au niveau de beaucoup de disciplines, beaucoup plus que les inventions zodiacales ou mythologiques d'ailleurs. Mais je ne pense pas que pour les astronomes ça fasse une différence, parce qu'on va vous répondre que vu de Jupiter, vu de la Terre ou du Soleil, les cycles ne sont plus les mêmes. En tout cas, les conjonctions ne sont pas... oui, mais à ce moment-là, on introduit... la réponse est assez facile, monsieur Brémoret. Il s'agit de toute façon d'un système conventionnel, au départ. Donc les astronomes ne seraient pas d'accord. Si, ils seraient d'accord. Si, puisque finalement, ce que les astronomes ils sont tout à fait d'accord si on leur dit, attention, là aussi, le parler vrai est payant. Si les astronomes disent, historiquement, nous avons choisi un certain nombre de configurations auxquelles les hommes ont accordé de l'importance, d'abord, premièrement, ça n'est plus de leur domaine. Donc il ne s'agit pas non plus de demander aux astronomes de valider l'astrologie. Et simplement de leur faire comprendre qu'une certaine astrologie épurée dit des choses qui sont relativement acceptables. Et sans plus. De toute façon, on est dans le domaine de l'anthropologie. Pour moi, l'astrologie est dans le domaine de l'anthropologie, elle n'est pas dans le domaine de l'astronomie. Mais malgré tout, dans le dialogue entre... Si par exemple vous étiez un astronome, je ne chercherais pas du tout à vous prouver que la théorie cyclique a une quelconque valeur astronomique. Mais je suis simplement en train de vous montrer qu'on n'est pas en train de défendre, et c'est ce que d'ailleurs vous disiez vous-même, c'est ce que les anti-astronomes n'ont pas compris. Au lieu d'attaquer l'astrologie dans ça, un astronome va beaucoup plus aisément attaquer l'astrologie sur certaines choses que sur d'autres. Mais des choses qui le défrisent beaucoup plus que d'autres. Donc, il ne s'agit pas de faire reconnaître l'astrologie par les astronomes, il s'agit de leur faire comprendre que l'astrologie a un rapport à l'astronomie qui est particulier. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait dire que d'une certaine manière, Serge Brémoret, il y a le même rapport entre le praticien de l'astrologie et le théoricien de l'astrologie, qu'entre le théoricien de l'astrologie et l'astronome. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une espèce de liberté qui est prise. L'astrologue prend la liberté, choisit dans le champ de l'astronomie. L'astrologue, quand j'ai dit l'astrologue, je parle. Alors là aussi, il y a une ambiguïté. Quand j'ai dit l'astrologue, je ne parle pas du praticien de l'astrologie. Je parle de l'astrologue.
Oui, à quel point on est piégé par les mots. Là, je suis en train de parler de l'astrologue au sens d'une astrologie qui essaie de se constituer en tant que telle, en tant que science. Je ne parle pas d'astrologue praticien. Vous voyez, là, déjà, le mot astrologue a deux sens complètement différents. Mais si je parle de l'astrologue, et quand je parle de l'astrologue, je ne parle même pas de l'astrologue d'aujourd'hui. Je parle des astrologues d'autrefois, dont nous sommes les héritiers. Donc, on peut dire qu'il y a un projet, moi ce que j'appelle la législation astrologique, à un moment donné, mais ça, la législation astrologique, à un moment donné, s'est servi à instrumentaliser le cosmos pour créer un rythme au niveau des activités humaines. C'est pas très compliqué à comprendre. Elle a choisi pour cela, elle ne peut pas utiliser tous les cycles possibles et imaginables, évidemment, parce que sinon on serait dans la fumée, donc elle en a choisi certains et elle s'y tient. Je veux dire que c'est pour calmer le jeu. Je ne demanderai jamais à un astronome de valider l'astrologie. Je demanderai à un anthropologue, à un sociologue, à un psychologue, à un neurologue. Parce que moi je crois beaucoup à l'importance de la synergie entre les neurosciences et l'astrologie, mais pas un astronome. Mais en revanche, j'essaierai de créer une sorte de situation de neutralité avec l'astronome, en disant voilà, on ne vous fait pas dire n'importe quoi, vous pouvez comprendre comment c'est. Ce que je me demande, c'est que vous essayez de comprendre comment l'astrologie s'est constituée. Donc tout ça va être un peu la base de nos discussions de 2006 à Lille. Et on a eu quelques échanges pendant la grande conjonction, si vous vous rappelez, ça va être au cours du deuxième semestre de 2006. En somme, on n'était pas d'accord, puisque moi je vous disais le problème d'envisager que les astrologues ou une culture astrologique a fait des choix, et que les choix qu'elle a fait au niveau des différents paramètres de l'astrologie se soient transmis et puis impactés sur les individus au fil du temps, ça présentait des problèmes concrets, matériels, qui pour moi étaient indépassables. Et donc, d'ailleurs, moi je ne pense pas qu'il y ait eu un choix à un moment précis, et notamment loin dans le temps, qu'on essaye de retrouver aujourd'hui. Pour moi, les choix ont été au fil de l'histoire de l'astrologie. Il y a eu des systèmes qui ont été à la mode, qui ont été rejetés, d'autres qui ont été gardés, etc. Ah oui, d'accord. Donc au final, on n'est pas du tout dans la transmission de quelque chose. De quelque chose, en tout cas, de brut. Excusez-moi, je vais